Bac Centre étranger 2022. Quelques utilisations du condensateur. Partie 1. La balance capacitive. Dans la vie quotidienne, certaines balances électroniques utilisent un capteur à capacité variable afin de mesurer la masse des objets. Pour comprendre le fonctionnement d'un tel dispositif, on envisage dans cette partie une modélisation très simplifiée dans laquelle la balance est modélisée par un condensateur comportant une armature mobile reliée au plateau de pesée et une armature fixe reliée au support de la balance. Le modèle étudié est schématisé à l'écran. Lorsque la balance est à vide, sans masse sur le plateau, la distance entre les deux armatures est notée E indice 0. Lorsqu'un objet de masse M est posé sur le plateau de pesée, les armatures du condensateur se rapprochent, modifiant alors la valeur de sa capacité C. Les deux armatures ne peuvent pas entrer en contact grâce à la présence de petites butées de taille négligeable devant E0. La mesure de la capacité C par un dispositif permet alors de déterminer la masse M de l'objet. Capacité d'un condensateur plan. La largeur des armatures fait 3 cm, la longueur des armatures 4 cm, la petite butée 0,50 mm. Et on appelle petit e la distance entre les deux armatures. On admet que la capacité du condensateur plan, décrit précédemment, s'écrit epsilon 0 fois epsilon r fois S divisé par E, avec C la capacité du condensateur en farad, epsilon 0 la permittivité diélectrique du vide, qui vaut 8,85 fois 10 puissance moins 12 farad par mètre, epsilon r la permittivité diélectrique relative de l'isolant entre les armatures, pour l'air, epsilon r est égal à 1, grand S la surface des armatures, petit e la distance entre les deux armatures. Lorsque la balance est à vide, la distance entre les deux armatures vaut E indice 0 égale à 1 cm. Domaine d'utilisation de la balance. Déterminer la valeur de la capacité C indice 0 du condensateur lorsque la balance est à vide. On suppose que epsilon r est égal à 1. Commenter. Lorsque la balance est à vide, la distance entre les deux armatures du condensateur est égale à E indice 0. Reprenons l'expression de la capacité du condensateur. Nous avons C0 est égal à epsilon 0 fois epsilon r fois grand S divisé par E indice 0. La surface des armatures correspond au produit de la largeur par la longueur. Passons à l'application numérique. Epsilon 0 vaut 8,85 fois 10 puissance moins 12 farad par mètre. Epsilon r vaut 1. Grand L vaut 4 cm, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Petit l vaut 3 cm, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. E indice 0 vaut 1 cm, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 2 mètres. Nous obtenons une capacité C0 égale à 1 fois 10 puissance moins 12 farad, c'est-à-dire 1 picofarad. Préciser si la capacité du condensateur augmente ou diminue lorsqu'on place une masse sur le plateau. Lorsqu'on place une masse sur le plateau, les deux armatures du condensateur se rapprochent, la distance séparant les deux armatures diminue. Or, la capacité du condensateur est inversement proportionnelle à la distance petit e entre les deux armatures. Donc, si la distance entre les deux armatures diminue, la capacité augmente. Lorsqu'un objet de masse M est posé sur le plateau, la distance entre le plateau et le support passe de D indice 0 à D, et le plateau exerce sur l'objet une action modélisée par une force grand F dirigée vers le haut. La valeur de cette force est donnée par la relation grand F égale à K fois D0 moins D, avec K est égal à 980 Newton par mètre. L'objet de masse M étant à l'équilibre sur le plateau, vérifiez que connaissant la distance grand D entre le plateau et le support, on peut déduire grand M par la relation grand M est égal à K sur G fois D0 moins D, où G est l'intensité de la pesanteur. Petit g vaut 9,8 Newton par kilogramme. Dans le référentiel terrestre, l'objet
est soumis à son poids P et à la force exercée par le plateau de pesée grand F. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, l'objet de masse grand M est au repos, donc d'après la première loi de Newton, la résultante des forces qui s'y appliquent est égale au vecteur nul. On en déduit que la valeur du poids est égale à la valeur de la force F. La valeur du poids est égale à la masse de l'objet, grand M, multipliée par l'intensité du champ de pesanteur, petit g. La force qu'exerce le plateau de pesée sur l'objet est égale à K fois D0 moins D. On en déduit que grand M est égal à K fois D0 moins D sur petit g. En admettant que l'armature mobile du condensateur se déplace de la même distance que le plateau, lorsqu'un objet de masse grand M est posé sur celui-ci, calculez la masse maximale que peut mesurer cette balance. Soit D, la distance entre le plateau de pesée et le support de la balance. Cette distance vaut D indice 0 lorsque la balance est à vide, et lorsque la balance pèse un objet de masse maximale, cette distance est minimale, on la notera D indice min. Lorsqu'on pèse un objet de masse maximale, le plateau de pesée parcourt la distance D0 moins D min. La distance parcourue par le plateau de pesée correspond à la distance parcourue par l'armature supérieure du condensateur. L'armature supérieure du condensateur va venir se mettre en butée avec l'armature inférieure du condensateur. Elle aura ainsi parcouru la distance E0 moins petit h. Petit h étant la hauteur de la butée. Nous en déduisons donc que D0 moins D min est égal à E0 moins petit h. Nous pouvons alors calculer la masse maximale que peut peser la balance à l'aide de la formule trouvée à la question précédente. Grand M est égal à K fois D0 moins D min sur petit g. D0 moins D min est égal à E0 moins petit h. K vaut 980 Newton par mètre. E0 vaut 1 cm, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 2 mètres. Petit h vaut 0,50 mm, c'est-à-dire 0,50 fois 10 puissance moins 3 mètres. Petit g vaut 9,8 Newton par kilogramme. Nous obtenons une masse maximale que peut peser la balance égale à 0,95 kg, c'est-à-dire 950 grammes. Mesure de la masse à peser. Pour déterminer la valeur de la capacité C du condensateur et en déduire la valeur de la masse immobile sur le plateau, on étudie la charge du condensateur à partir du circuit à l'écran. À l'instant t est égal à 0 secondes, le condensateur est déchargé. On applique alors au circuit la tension grand E. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur. Choisissons un sens de parcours du circuit. Appliquons la loi des mailles à ce circuit. Grand E moins UR moins UC égale à 0. On peut réécrire cette loi UR plus UC égale à grand E. Or, d'après la loi d'Ohm appliquée au bord du conducteur ohmique de résistance R, UR est égal à R fois I. La loi des mailles devient alors R fois I plus UC égale à grand E. Le courant d'intensité I arrive sur l'armature de charge Q. La relation liant l'intensité I à la charge Q du condensateur est petit i est égal à la dérivée de la charge Q par rapport au temps. La loi des mailles devient alors R fois dQ sur dt plus UC égale à grand E. Or, la charge du condensateur est liée à la tension au bord du condensateur par la formule Q est égal à C fois UC.
La loi d'Émaille devient donc R fois la dérivée de C fois UC par rapport au temps plus UC égale à grand E. La capacité C du condensateur est une constante. On peut donc la sortir du signe dérivé et nous obtenons que R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC est égal à grand E. Nous venons d'établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. Déterminer l'expression de taux en fonction de R et de C pour que la fonction UC est égale à grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux soit solution de l'équation différentielle précédente. Pour cela, remplaçons dans l'équation différentielle UC par E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux. Calculons le terme en rouge. La dérivée temporelle de E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux est égale à E sur taux multiplié par exponentielle moins T sur taux. Développons le terme en vert. On obtient E sur RC moins E sur RC fois exponentielle moins T sur taux. Nous pouvons simplifier par E sur RC. Factorisons par E multiplié par exponentielle moins T sur taux. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut que l'un des facteurs soit nul. Or, exponentielle de moins T sur taux est une fonction non nulle. Grand E est une constante non nulle. Donc la relation n'est vraie que si 1 sur taux moins 1 sur RC est égal à 0. C'est-à-dire que taux est égal à RC. Grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux est solution de l'équation différentielle si taux est égal à R fois C. On enregistre les valeurs de la tension UC aux bornes du condensateur au cours du temps pour deux masses M1 et M2 différentes. Évolution de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps pour deux masses différentes. La courbe 1 correspond à une masse M1 et la courbe 2 correspond à une masse M2. Graphique 2, courbe d'étalonnage de la masse grand M pesée en fonction de l'inverse de la capacité du condensateur. Pour quelle courbe 1 et 2 du graphique 1, la valeur de la capacité du condensateur est-elle la plus élevée? Justifié. Déterminons les constantes de temps dans le cas 1 et dans le cas 2. La valeur maximale atteinte par la tension aux bornes du condensateur est égale à 5 volts. Au bout d'une durée égale à taux, la tension aux bornes du condensateur atteint 63% de sa valeur maximale. Ici, elle va atteindre 63% de grand E, c'est-à-dire 63% de 5 volts, c'est-à-dire 3,2 volts. Déterminons la durée au bout de laquelle la tension au bord du condensateur atteint 3,2 volts dans le cas de la courbe 1 et de la courbe 2. Dans le cas de la courbe 1, cette durée correspond à 16 microsecondes et dans le cas de la courbe 2, cette durée correspond à 44 microsecondes. La constante de temps taux dans le cas de la courbe 1 vaut 16 microsecondes, dans le cas de la courbe 2, elle vaut 44 microsecondes. La constante de temps taux indice 1 est inférieure à la constante de temps taux indice 2. R fois C1 est donc inférieur à R fois C2. La capacité du condensateur dans le cas de la courbe 1 est inférieure à la capacité du condensateur dans le cas de la courbe 2. La valeur de la capacité du condensateur est la plus élevée dans le cas de la courbe 2. En exploitant les graphiques 1 et 2, déterminez la valeur de la masse pesée M indice 2. Pour pouvoir déterminer la masse M2, il nous faut connaître l'inverse de la capacité du condensateur.
Et pour connaître l'inverse de la capacité du condensateur, il nous faut connaître la constante de temps taux du circuit. La constante de temps taux du circuit vaut 44 microsecondes. Taux est égal à R fois C, donc 1 sur C est égal à R sur taux. R vaut 10 mégohms, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance 6 ohms. Taux vaut 44 microsecondes, c'est-à-dire 44 fois 10 puissance moins 6 secondes. On obtient que l'inverse de la capacité du condensateur vaut 2,3 fois 10 puissance 11 farad moins 1. Reportons cette valeur sur le graphique numéro 2. Cette valeur correspond à une masse de 760 grammes. Partie 2. Accélérateur linéaire de particules. On s'intéresse dans cette partie à un accélérateur linéaire de particules constitué de blocs métalliques cylindriques séparés par des cavités vides et comprenant au voisinage de leur axe un passage tubulaire dans lequel les particules chargées peuvent se déplacer. Les particules, ici des protons, sont accélérées dans les cavités où règne un champ électrique grand E. Dans les passages tubulaires, le champ électrique est nul. Toutes les cavités ont la même longueur petit d. Dans cet exercice, on étudie le mouvement d'un proton. Les protons sont émis par une source avec une vitesse négligeable. La masse d'un proton vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. La charge électrique élémentaire vaut 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. L'expression de la norme du vecteur champ électrique est grand E égale à valeur absolue de U divisé par petit d, où U représente la tension entre les deux blocs consécutifs et D la distance les séparant. Modélisation par un condensateur plan. L'ensemble constitué par une cavité et deux blocs adjacents peut être modélisé par un condensateur plan. Voir schéma à droite à l'écran. Relié à un générateur délivrant une tension continue U indice AB égale à 1 kV. On étudie l'accélération d'un proton à l'intérieur de la cavité. Un proton de charge Q est égal à petit e étant la charge élémentaire, entre dans la cavité en haut à la date t0 égale à 0 secondes, avec une vitesse initiale nulle et atteint l'armature B au point S avec une vitesse V indice S. Précisez le signe des charges portées par les armatures A et B du condensateur si on souhaite que le proton soit accéléré entre ces deux armatures. Justifiez la réponse. Pour que le proton soit accéléré, il faut qu'il soit attiré par l'armature B. Or, la charge du proton étant positive, il va être attiré par des charges négatives. Ainsi, l'armature B doit porter des charges dont le signe est négatif. Les charges portées par l'armature A étant positives, elles vont repousser le proton vers l'armature B. Exprimez la norme F indice E de la force électrique modélisant l'action exercée sur le proton entre les armatures du condensateur. Exprimez le résultat en fonction de la tension UAB, de la charge Q et de la distance petit d. La force électrique modélisant l'action exercée sur le proton est égale à la charge du proton Q multipliée par la valeur du champ électrique grand E. La valeur du champ électrique grand E est égale à UAB sur petit d. On montre que le travail de la force électrique entre les points O et S est égal à la charge de la particule Q multipliée par la tension UAB. Exploitez le théorème de l'énergie cinétique pour montrer que la vitesse du proton au point S et V indice S est égal à racine carrée de 2 fois Q fois la tension UAB divisé par la masse du proton. Nous
nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique au proton entre les points O et S. La variation d'énergie cinétique du proton entre le point O et le point S est égale au travail de la force exercée sur le proton, ici au travail de la force électrique au cours du déplacement OS. La variation d'énergie cinétique entre O et S est égale à l'énergie cinétique du proton au point S moins l'énergie cinétique du proton au point O. Et le travail de la force électrique lors du déplacement OS est égal à Q multiplié par UAB. La vitesse du proton étant nulle au point O, l'énergie cinétique du proton au point O est nulle, et l'expression de l'énergie cinétique du proton au point S est égale à 1/2 de la masse du proton multiplié par la vitesse au point S au carré. Nous déduisons de cette relation que la vitesse du proton au point S au carré est égale à 2 fois Q fois UAB sur MP. Passons à la racine carrée. La vitesse du proton au point S est égale à la racine carrée de 2 fois Q fois UAB divisé par MP. Calculer la valeur de la vitesse du proton au point S. La charge électrique Q du proton est égale à la charge élémentaire petit e, c'est-à-dire 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La tension UAB vaut 1 kV. Il faut l'exprimer en volts. Elle vaut donc 1 fois 10 puissance 3 volts. Et la masse du proton vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Nous obtenons que la valeur de la vitesse du proton au point S est égale à 4 fois 10 puissance 5 mètres par seconde, 400 km par seconde. Constitution de l'accélérateur linéaire de particules. Pour que l'accélération se poursuive dans les différentes cavités, la polarité de chaque tube est alternativement positive et négative. Pour cela, le générateur délivre une tension UA en fonction de t, alternative de période t égale à 5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Les schémas à l'écran représentent la position du proton à différents instants. À t est égal à 0 secondes, on a l'entrée du proton dans la cavité 1. À t est égal à 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes, on a l'entrée du proton dans la cavité 2. À t est égal à 5 fois 10 puissance moins 7 secondes, on a l'entrée du proton dans la cavité 3. On note petit d la distance entre deux blocs, grand LA la longueur du bloc A, grand LB la longueur du bloc B, etc. Justifier la nécessité de changer de signe de la tension entre les blocs B et C lors du passage de la particule de la première cavité à la deuxième. Nous souhaitons accélérer le proton. Lorsque le proton rentre dans la cavité 1, le bloc A porte des charges positives, le bloc B porte des charges négatives, donc le champ électrique dans la cavité est orienté selon les potentiels décroissants, c'est-à-dire ici, du bloc A au bloc B. La force électrique appliquée au proton est égale à la charge du proton multipliée par le champ électrique grand E. Comme la charge du proton est positive, la force électrique a même direction et même sens que le champ électrique. Donc le proton est soumis à une force électrique orientée de grand A vers grand B. Donc le proton est accéléré. En effet, d'après la deuxième loi de Newton, la masse du proton multipliée par l'accélération du proton est égale à la résultante des forces exercées sur le proton. Ici, la résultante des forces exercées sur le proton se réduit à la force électrique. Donc le vecteur accélération a même direction, même sens que le vecteur force électrique. Or, dans la seconde cavité, entre le bloc B et le bloc C, le champ électrique
est orienté du bloc C vers le bloc B. Donc, si nous ne changeons pas le sens du champ électrique dans la deuxième cavité, le proton, lorsqu'il arrive dans la deuxième cavité, serait soumis à une force électrique orientée dans le même sens que le champ électrique, donc orientée de la droite vers la gauche. Et le proton serait décéléré. C'est pour cela qu'il est nécessaire de changer le signe de la tension U indice A, de façon à ce que le signe des charges portées par les blocs change et que le champ électrique dans la cavité contenant le proton soit orienté de la gauche vers la droite, afin que ce proton soit soumis à une force électrique orientée de la gauche vers la droite et que le vecteur accélération le soit également, afin que le proton subisse une accélération. Pour que le proton puisse être accéléré dans une cavité, il faut que la force électrique soit orientée vers la droite, de façon à ce que le vecteur accélération le soit également. Or, comme le proton est de charge positive, il faut que le champ électrique soit également orienté vers la droite, puisque la force électrique est égale à la charge du proton multipliée par le champ électrique. Or, le champ électrique, grand E, étant orienté dans le sens des potentiels décroissants, il faut que le proton se déplace de l'armature de charge positive vers l'armature de charge négative. Il est donc nécessaire de changer le signe de la tension entre les blocs B et C lors du passage de la particule de la première cavité à la deuxième, et ainsi de suite. Dans un bloc, le mouvement d'une particule est supposé rectiligne uniforme. Justifier que le proton doit parcourir la longueur d'un bloc plus la longueur d'une cavité en 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Le proton rentre dans la première cavité, à l'instant t est égal à 0 secondes. La tension U indice A est positive. Ainsi, le champ électrique dans la première cavité est orienté vers la droite et le proton va être accéléré. Or, si on veut que le proton, lorsqu'il arrive dans la deuxième cavité, soit accéléré, il faudrait que le champ électrique change de sens et donc que la tension U indice A change de signe. Or, la tension U indice A change de signe à chaque demi-période grand T sur 2, c'est-à-dire toutes les 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Ainsi, le proton doit parcourir la longueur d'une cavité plus celle d'un bloc en 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes pour que son arrivée dans la cavité suivante coïncide avec le changement de signe de la tension UA et donc le changement de sens du vecteur champ électrique dans la cavité suivante. Le proton doit arriver à la cavité suivante de façon à ce que le sens du champ électrique permette l'accélération du proton, c'est-à-dire au moment où la polarité du bloc suivant change de signe. Donc, il doit parcourir la longueur d'un bloc plus la longueur d'une cavité en une durée égale à la demi-période de la tension U indice A, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 7 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Expliquer qualitativement pourquoi les blocs sont de plus en plus longs dans l'accélérateur linéaire. Le proton doit parcourir la distance d'une cavité plus celle d'un bloc en une même durée égale à 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes. Or, le proton est accéléré, c'est-à-dire que sa vitesse augmente, elle est de plus en plus grande. Donc, il va parcourir
en une même durée de 2,5 fois 10 puissance moins 7 secondes, une distance de plus en plus grande. Ainsi, comme les cavités ont la même longueur, il faut que les blocs soient de plus en plus longs afin que le proton arrive dans la cavité suivante au moment du changement de signe de la tension U indice A. Dans les années 1970, l'accélérateur linéaire de protons de Los Alamos aux USA, long de 800 mètres, permettait d'obtenir des protons d'énergie égale à 8 mégaélectronvolts à l'aide d'une tension U indice A caractérisée par une valeur maximale égale à 1 kV. On rappelle que 1 électronvolt est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Déterminer le nombre nécessaire de cavités accélératrices pour qu'un proton atteigne une énergie égale à 8 mégaélectronvolts, on considère que le gain en énergie cinétique est identique pour toutes les cavités. Nous allons calculer pour une cavité le gain en énergie cinétique du proton. Là encore, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique au proton lorsqu'il parcourt une cavité. Le gain en énergie cinétique du proton, lorsqu'il parcourt une cavité, est égal au travail de la force électrique appliqué au proton. Le travail de la force électrique est égal à la charge du proton Q multiplié par la tension accélératrice, UA max. La charge du proton est égale à petit e. Le nombre n de cavités nécessaires pour obtenir des protons d'énergie égale à E proton égale à 8 mégaélectronvolts se calcule en divisant cette énergie par le gain d'énergie cinétique lorsque le proton traverse une cavité. Le gain d'énergie cinétique lorsque le proton traverse une cavité est égal à E fois UA max. 8 mégaélectronvolts, c'est égal à 8 fois 10 puissance 6 électronvolts. Comme 1 électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, 8 mégaélectronvolts est égal à 8 fois 10 puissance 6 multiplié par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Petit e est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. UA max est égal à 1 kV, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance 3 volts. Nous pouvons simplifier par 1,6 fois 10 puissance moins 19 et nous obtenons que le nombre de cavités nécessaires est de 8000.